En 1790, quand l'Assemblée constituante s'est occupée de dresser la carte des départements en France, il s'est posé le problème de Paris. Qu'est-ce qu'on allait faire avec Paris au point de vue départemental? Paris qui était déjà une ville énorme, une ville bien sûr d'importance politique fondamentale, déjà capitale bien sûr. Et les uns pensaient qu'il fallait en faire un département, enfin la placer au centre d'un département qui l'équilibrerait, mais les autres disaient si on fait ça, c'est pratiquement la moitié de la France qui devient le département de la Seine. Donc, on a décidé de considérer Paris comme un département à part entière. On a simplement, en fin de discussion, ajouté un appendice, enfin, de peu d'importance, en disant qu'il faut y ajouter aussi une banlieue, je cite, assez étendue pour enfermer tous les établissements nécessaires aux besoins journaliers de cette ville, tels que ses boucheries, ses voiries, ses cimetières, ses carrières, une partie de ses jardins, etc. Voirie veut dire dépôt d'immondices, dans le vocabulaire de l'époque. Alors, il faut beaucoup se méfier de ce genre de documents, à partir du moment où ils sont vrais. Celui-là est vrai. Parce qu'il va un peu trop dans le sens de ce que l'on pourrait penser sur justement l'avenir, enfin ce qui allait être l'avenir de la zone de la banlieue de Paris, ou de ce qu'on pense qu'elle est aujourd'hui. Donc il y a des documents qui sont des faux amis, qui introduisent sur des pistes qui ne sont pas la réalité. Ça serait un complet faux sens, à mon avis, que de se baser sur cette citation comme espèce d'exergue, n'est-ce pas, de l'avenir, enfin, pour nous, du passé de la banlieue. Il y a, par exemple, si on fait un tour vers l'étymologie, je sais qu'il est très courant de dire que la banlieue, c'est le lieu du ban, c'est le lieu du bannissement. C'est faux. Étymologiquement, c'est faux. Il y a le mot ban, bien sûr, qui veut dire le territoire sous l'autorité d'un seigneur, puis d'une ville, après le mouvement des franchises municipales sous le Moyen-Âge. Mais il n'y a pas d'idée de suggestion. Enfin, on peut être banni de la banlieue. Il y a des textes qui disent ça. Banni, bannissement et bien d'autres ont une racine commune, mais banlieue, ce n'est pas le lieu du ban. Ce sont des rencontres qui sont trop belles pour être réelles, parce qu'elles vont trop dans le sens de ce qu'on peut penser, et encore une fois, ce n'est pas la réalité. Ici, la réalité philologique. Je ne me prononce pas tout de suite sur cette question d'éventuel bannissement. Et ce que je voudrais faire devant vous, là, c'est un peu justement essayer de réviser certains clichés, certaines idées toutes faites qui ont cours, qui influencent beaucoup les vues contemporaines, les vues qu'on peut avoir sur le présent, et donc sur le passé. Et on instrumentalise d'ailleurs le passé en lui faisant dire à peu près n'importe quoi. Ce qui, je pense, sera aussi une façon de vous introduire, si vous ne l'avez pas déjà fait par des lectures, de vous introduire à la complexité et à la richesse de ce passé. Alors, de quoi je vais vous parler ? Le département, la banlieue, c'est donc le département de la Seine, moins Paris. À partir de 1790, c'est ça, au point de vue administratif. Il y a deux problèmes. C'est que là, il y a eu un événement extrêmement important qui a été l'année 1860, où Paris a annexé une partie de sa banlieue qui est devenue les arrondissements limitrophes de Paris, les arrondissements à plus de 2 chiffres. C'est une annexion qui a été célébrée d'une façon très académique ces jours-ci, d'ailleurs, à Paris. Donc, quand je vous parlerai de la banlieue, c'est la banlieue d'après 1860. Je crois que j'avais proposé de faire circuler une carte qui vous donne une vision
évidemment très familière, qui vous sera très familière de la banlieue de cette époque, donc 1860-1964, c'est-à-dire avant le dépecement, si j'ose dire, de la banlieue saine et la création des 3 départements de la Couronne qui vont inclure d'ailleurs un certain nombre de communes de Seine-et-Oise. Ce qui est aussi un problème, je veux dire, un peu de territoire sur lequel on peut parler, dans la mesure où beaucoup de communes de Seine-et-Oise ont été très vite, en fait, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler, ont été très vite des communes de banlieue, en fait, rentrées dans la sphère d'influence de Paris. Je m'arrêterai en 1939, à la veille de la Seconde Guerre, parce que après c'est pas ma période, et parce que je pense plus sérieusement que le développement des grands ensembles dans les années 1950, 60, 70 a ouvert un autre âge de la banlieue. On est dans une autre période, même si bien sûr il y a des racines historiques, il y a des racines du passé, mais là les problèmes se posent de façon tout à fait différente. Les thèmes que je vais esquisser, c'est le sujet qui a été donné, le titre, c'est « Vivre en banlieue ». Je vais à la fois être plus restreint et plus large, dans la mesure où je pense qu'il n'est pas possible de comprendre certaines choses du peuplement ou de la vie tout court si on n'a pas réfléchi, si on n'a pas des connaissances sur les activités de la banlieue, sur sa fonction, enfin des communes de banlieue, sur sa fonction et sur ses fonctions économiques. Et je vous parlerai ensuite, et je terminerai là-dessus, sur non pas tellement vivre en banlieue, mais s'installer en banlieue. Qui venait et pourquoi? Alors, sur la question des activités, alors là aussi, il y a un autre lieu commun qui est formulé de façon diverse, sur des tons différents, mais enfin, qui revient toujours à dire que de tout temps, hein, comme on dit dans les copies d'étudiants, de tout temps, la banlieue a servi d'exutoire, de rejet, de tout ce dont Paris ne voulait plus ou ne voulait pas. Il y a des citations, je crois, dans le panneau là, du fond de la cour, qui sont très éclairantes, avec la fameuse citation de Céline, n'est-ce pas, sur la banlieue paillasson de Paris. Enfin, bon. Alors, je ne veux pas dire que ça soit une vision complètement fausse, mais je veux dire résumer un siècle et demi d'histoire de ces périphéries par là est quelque chose d'un peu fort. D'abord, on a un certain nombre d'activités banlieusardes, hein, on peut prendre ce mot, qui sont d'ordre économique, mais qui sont d'ordre qu'on appellerait plutôt aujourd'hui de services, et qui ont joué dans l'histoire de beaucoup de communes un rôle extrêmement important. Et ce n'est pas ici que je vous apprendrai le rôle des blanchisseurs. Hein, je crois que Madeleine en parlera tout à l'heure beaucoup mieux que moi, mais s'il y a eu tant de blanchisseurs à Arcueil-Cachan, s'il y a eu tant de blanchisseurs à Boulogne, à Suresnes, etc., c'est pas parce que les gens faisaient repasser leur chemise tous les jours, c'est pour le marché parisien, bien sûr, hein, essentiellement à 80%. Donc ce sont des activités qui sont des activités comme les autres, qui ont fait vivre ou survivre, je dirais, beaucoup de femmes, hein, et qui ont créé un patronat assez traditionnaliste, je crois, mais enfin en tout cas qui a formé le socle d'une partie des élites locales pendant à Cachan, je ne sais pas, mais enfin c'est sûr à Boulogne, pendant le 19e siècle. Mais bon, on touche déjà à l'industrie. La question de l'industrie, alors là, vous savez que là, on retrouve de nouveau le cliché, mais alors beaucoup plus large, où la formule classique, c'est de dire Paris rejette ses industries sur la banlieue, surtout les industries insalubres, de tout temps, Paris, etc. Quand on dit ça comme ça, Paris rejette ses industries, ça n'a aucun sens. Je ne dis pas que c'est faux, mais ça n'a aucun sens. Dans la mesure où, premièrement, Paris reste une grande ville industrielle, avec des usines, hein, pas seulement des petits ateliers, des usines avec des fumées, avec des pollutions, etc., jusqu'encore en 1950.
Bien sûr, la banlieue s'industrialise. Il y a des usines en banlieue, Aubervilliers, Saint-Denis, la Courneuve à la veille de la guerre, Ivry, ici, les Moulineaux, etc. N'est-ce pas? Boulogne, la banlieue ouest, avec l'automobile. Mais l'industrie parisienne reste beaucoup plus importante en nombre d'emplois et en nombre d'entreprises. Alors, on ne comprend plus très bien, est-ce que si Paris rejette, l'industrie se réinstalle quand même à Paris. D'autre part, ça n'a aucun sens dans la mesure où il n'existe aucune réglementation au XIXe siècle, et même encore largement au XXe siècle, qui autoriserait les autorités municipales, préfectorales, à dire à un industriel, monsieur, vous êtes très aimable, mais vous faites vraiment beaucoup de fumée, vous amenez beaucoup d'ouvriers avec vous, on vous prie d'aller ailleurs, on vous prie d'aller à Aubervilliers, à Arcueil, tiens, ils savent pas quoi faire, hein, et ça, vous seriez beaucoup mieux qu'à Paris même. Il n'existe aucune réglementation qui donne ce pouvoir à une quelconque autorité. Il en existe une sur laquelle les historiens ont beaucoup glosé malgré tout, mais qui est très particulière, qui est ce qu'on appelle les établissements classés, qui est une réglementation qui date de 1810 et où effectivement on classe un certain nombre, première classe, deuxième classe, troisième classe, etc. Enfin, je passe sur les détails, qui permettent une répartition, enfin, qui semble une répartition des entreprises selon leur degré de nuisance et le degré de population. Seulement, il y a deux choses qu'il faut dire, c'est que premièrement, ça ne concerne qu'une minorité des entreprises et des industries. D'après mes calculs, c'est à peu près 5% des entreprises dans les années 1870 qui sont concernées par cette réglementation. Et deuxièmement, cette réglementation, quand on la connaît un peu, dans ses textes et dans ses applications, dans la jurisprudence, c'est une réglementation qui est plutôt protectrice de l'industrie. À cette époque, l'industrie, c'est le progrès. On pense qu'elle est perfectible, que ses nuisances peuvent s'atténuer. Donc on la surveille, tout au moins celle qui est classée, mais on ne la chasse pas. Et d'autre part, c'est mécontenté. Ça serait aussi des conflits constants avec le patronat, ce qui est un peu étonnant, n'est-ce pas, vu la nature sociale de ces régimes du XIXe siècle, même d'aujourd'hui, bien sûr. Si bien que s'il y a industrialisation, installation d'industrie à Paris, en banlieue, c'est le choix du patronat, c'est le choix des entreprises. Pourquoi y viennent-elles? C'est une autre question. Je ne sais pas si j'aurai le temps de l'aborder. Mais en tout cas, ce n'est pas l'effet d'un rejet de Paris égoïste et expropriateur, en quelque sorte. Alors, il y a des cas particuliers où, malgré tout, ce phénomène, dans certains cas, peut exister. Par exemple, la très forte concentration d'industries insalubres à Aubervilliers, le quartier de la Écoque, ou même certains coins de Saint-Denis, semble résulter de pression, leur existence semble résulter de pression administrative. Ça, c'est très probable, mais ça concerne 20, 30 entreprises. C'est pas l'industrie, c'est rien dans l'industrie de l'agglomération, même si effectivement ça pue beaucoup et on en a beaucoup parlé. Et il y a aussi le cas des services publics industriels, enfin des services, publics ou pas, enfin qui en tout cas ont une application industrielle. Et là, la ville, effectivement, la ville de Paris, a une prise sur ces questions. Alors, il y en a une dont je voudrais vous parler, parce que ça me semble très symptomatique, justement, des rapports Paris-banlieue et illustrant ces cas particuliers où, effectivement, il y a eu non pas ce rejet, en l'occurrence, mais ce petit coup de pouce donné à l'implantation industrielle. Cet exemple, ce sont les ordures ménagères. Les ordures ménagères, c'est très vieux, hein, il y a toujours eu des immondices, des déchets de ménage, comme on disait au XIXe siècle, et ces déchets étaient mis par les habitants dans les rues, au coin des bornes, ou dans des récipients ad hoc, hein, qui s'appellent les poubelles. C'est le nom d'un préfet de la Seine en 1884 qui impose un récipient. Et ces immondices prennent le nom administratif
technique de gadou. C'est les gadous, c'est les boues aussi. C'est pas les vidanges, hein. C'est pas les matières de vidange. Il y a parfois un joyeux mélange dans certains travaux. Non, 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 c'est uniquement les ordures ménagères. Ce qu'on appelle aujourd'hui les ordures ménagères, très différentes de celles d'aujourd'hui dans leur composition, mais enfin, bon. Et ces ordures, ces gadous, donc, étaient ramassés tous les matins par des tombereaux, dans des tombereaux, qui étaient la propriété d'adjudicataires, qui étaient les adjudicataires des boues, et qui étaient des gens qui, bon, je vous passe les détails administratifs, qui soumissionnaient le ramassage des ordures d'un certain nombre, des gadous, d'un certain nombre d'arrondissements de Paris. La ville payait des sommes assez fortes à ces entrepreneurs qui les débarrassaient de ces déchets. Ces entrepreneurs mettaient les ordures, ce qu'on appelait les gadous vertes, hein, les fraîches, les mettaient dans ce qui s'appelait des voiries, enfin j'ai employé le mot tout à l'heure, et qui s'est appelé à partir de la fin du siècle des dépôts d'immondices. Alors dans ces dépôts d'immondices, souvent situés en banlieue, on laissait fermenter ces ordures, ça devenait des gadous noirs, et ces gadous noirs étaient vendus aux agriculteurs et aux maraîchers de banlieue, qui se disputaient ces ordures. Hein. C'était de l'engrais, c'était de la fumure pour eux. C'était très important. Il n'y a pas d'engrais chimique à l'époque, ou en tout cas pas produit de façon industrielle pour l'agriculture. Et ces agriculteurs, ces maraîchers, eux-mêmes travaillaient pour le marché parisien, pour le carreau, pour le hall central. Alors vous voyez le circuit, n'est-ce pas ? Les Parisiens produisent des ordures ménagères qui sont transformées en engrais de façon un peu frustre, hein, et ça sert à faire des fruits et des légumes qui sont revendus aux Parisiens. Pas seulement aux Parisiens d'ailleurs, mais enfin c'est essentiellement le marché parisien qui est concerné. D'où d'ailleurs des paysages en banlieue assez pas très ragoûtants. Hein. On a décrit souvent les odeurs provoquées par ces engrais mis sur les sols, quand ce n'était pas des marais, et encore même avec des marais. Et aussi des agriculteurs en prenaient un peu à leur aise en jetant tout ce qui ne pouvait pas servir, le verre notamment, sur les chemins. Hein. Et les dépôts d'immondices, c'était des établissements classés, mais c'était très difficile à surveiller. Les autorités locales fermaient un peu les yeux, enfin, sur les débordements. Donc ça fonctionnait comme ça. Ça a fonctionné comme ça pendant pas mal de décennies. Et puis il est arrivé un moment où ça a pu marcher comme ça, dans la mesure où sont arrivés les engrais industriels et où l'agriculture a reculé en banlieue du fait de l'urbanisation, de l'industrialisation dans certains coins. Et la ville de Paris avait donc de plus en plus de mal à placer ses ordures. Il y avait de moins en moins de candidats pour la débarrasser, pour la débarrasser des gadous qui traînaient dans tous les arrondissements. Donc, que faire ? Ça s'est joué en 1901-1902. Dans un premier temps, la ville de Paris a pensé, appuyé par les autorités préfectorales, préfet de la Seine et préfet de police, a pensé changer complètement sur le système et à incinérer les ordures, à les brûler, et dans des petites usines intramuros, à l'intérieur de Paris, comme ça se faisait à Londres. Mais le problème, c'est que ça coûtait beaucoup de sous, puisqu'on partait de rien, donc c'est la ville qui prenait tout en charge. Le chiffre que j'ai vu, minimum d'ailleurs, c'est 10 millions de francs. Vers 1900, ça, 10 millions de francs, ça crée une ligne de métro. Hein. C'est beaucoup d'argent. Mais la ville était riche, hein. C'était tout faisable en organisant autrement le budget. Mais là-dessus arrive une société privée qui s'appelle la Société des engrais complets, qui est une société qui avait fondé une usine pilote à Saint-Ouen, où elle avait mis au point un nouveau système de trituration des ordures pour en faire des engrais, beaucoup plus élaborés que les gadous noirs, hein, des maraîchers. Et la société est venue voir la ville de Paris en disant, ben voilà, ça marche bien à Saint-Ouen, j'ai des terrains, très bien, j'ai même l'appui des maires,
à Romainville et à Issy-les-Moulineaux pour construire de grandes usines de trituration. Vous nous donnez l'autorisation de construire les usines et nous, on prend en charge, bien sûr, les ordures et on les quitte. La ville a accepté cette proposition. Ça ne lui coûtait rien, ou des bricoles, enfin bon, ça n'a rien à voir avec des usines municipales ou le système ancien d'adjudication. Et c'est comme ça qu'ont été fondées les deux grandes usines de Romainville et d'Issy-les-Moulineaux d'ordures ménagères. Alors, il s'agissait pour la société non pas de faire plaisir aux agriculteurs de banlieue, mais c'était surtout pour faire des engrais pour les grandes plaines céréalières du Nord. Les compagnies de chemin de fer étaient très intéressées, je pense qu'elles avaient des parts dans le capital de la société des engrais complets. Ça leur donnait du fret à partir des gares de marchandises du Nord ou de l'Est. Et mais le problème, c'est que, bien sûr, il y a eu des protestations en banlieue. Hein, on a vu au Conseil général de la Seine des discours. Je peux souvenir, par exemple, du discours du maire de Bondy, maire socialiste, Collardeau, disant qu'il sera dit que la banlieue sera, etc., etc. Bon. Mais évidemment, il n'a pas tort vu l'enchaînement des événements. C'est assez justifié. Mais encore une fois, il y avait l'appui des municipalités, les populations étaient un peu hésitantes et ces usines se sont construites. Alors le paradoxe de la chose, c'est que la trituration n'a pas très bien marché, que la société des engrais complets n'a pas fait de très bonnes affaires, qu'elle s'est mise à brûler les ordures, parce que ça ne marchait pas tellement leur coût des engrais, et la ville a, à la suite de péripéties qui seraient beaucoup trop longues à raconter, a municipalisé ses usines. Donc on est revenu à la case départ, usine municipale, mais entre-temps, l'emplacement était devenu banlieusard. Bon, si je vous ai raconté cette histoire, c'est parce que ça resitue un peu justement les rapports avec l'usage des ordures, ça resitue un peu les rapports Paris-banlieue, la réalité des rapports Paris-banlieue, et puis en même temps le fait qu'il y a des circonstances où effectivement on peut parler, non pas ici d'un rejet, vous voyez, c'est pas un rejet, mais d'un petit coup de pouce, comme je disais tout à l'heure, à l'implantation industrielle en banlieue même. Mais encore une fois, ce sont des cas exceptionnels. C'est l'exception qui confirme la règle, si vous voulez. Alors, on va passer à la deuxième partie, je crois que ça va dans les tours, qui est, je voulais vous parler des questions de peuplement et non pas tellement, comme je disais, de vivre en banlieue, mais d'où venaient les gens qui ont fait le développement démographique de cette zone. Alors, je pense qu'il faut, je crois que... le micro, pour aller vers le tableau noir, puisqu'on est dans une école, il faut pas se priver, pour... Hein, en plus, qui est blanc, comme son nom l'indique, et pour vous quand même vous fixer les idées sur les chiffres réels sur lesquels porte ce développement. Alors, si on part en 1861, c'est-à-dire le recensement le plus proche de l'annexion de 60. Paris, j'ai mes antisèches là quand même, Paris fait 1,7 million d'habitants. La banlieue, au sens de tout à l'heure, fait 250 000 personnes. En 1911, le recensement le plus proche avant la guerre de 14, Paris fait 2,8 millions et la banlieue fait 1,2 million. En 1936, recensement le plus près de le dernier recensement avant la Seconde Guerre. Vous avez une petite punaise? Ah, merci.
Vous êtes condamnés à rester comme ça. En 1936, Paris fait 2 800 000 habitants. La banlieue fait 2 100 000. Voilà, les chiffres très grossiers, bien sûr, mais qui sont la réalité résumée de ces... C'est ça. Vous voyez, là, on a un grossissement. C'est un peu comme l'industrie. Chaque espace prend 1 million d'habitants dans cette phase de temps. Et Paris restant bien sûr bien devant ces communes, les communes de la banlieue. En 1936, la croissance démographique de la banlieue continue, bien sûr, mais la croissance démographique de Paris s'est arrêtée, ce qui est un phénomène extrêmement important, ce qui d'ailleurs qui est très difficile d'interprétation, qui a beaucoup de conséquences, mais je n'en parlerai pas là, mais je voulais attirer votre attention sur ces chiffres qui montrent au moins la constance de la croissance démographique banlieusarde. Alors, qu'est-ce que c'est que ces gens qui viennent s'installer en banlieue? Il y a premièrement une population native, qui est évidemment faible, du fait qu'il y a des phases d'immigration énormes, donc les populations nées sur place autochtones restent très faibles. Les élites locales, notamment quand il s'agit de la bourgeoisie ou des possédants, sont généralement évincées assez vite du pouvoir municipal. Enfin, il y a peut-être des cas, ça dépend sans doute des communes, mais enfin, c'est une règle un peu générale. On a ensuite massivement une population provinciale. C'est à la fin du siècle, entre 50 et 53% de la population en moyenne des communes de banlieue qui sont d'origine provinciale, avec les mêmes caractéristiques à peu près qu'à Paris, c'est-à-dire France du Nord, un petit peu du centre, les Auvergnats et les Limousins. La Bretagne apparaît à la fin du XIXe siècle, et aussi un grand rôle aujourd'hui oublié des Alsaciens-Lorrains. Paris, plus fort peut-être même qu'à Paris, en banlieue. On a ensuite une population étrangère qui est moins importante qu'à Paris peut-être, parce qu'elle est exclusivement ouvrière. Alors qu'à Paris, il y a une immigration étrangère ouvrière, mais aussi bourgeoise, enfin, de genre, catégorie supérieure, disons. Mais ce qui me semble, je ne sais pas si c'est caractéristique, mais ce qui en tout cas a fait l'objet de mes recherches, parce que c'est la clé de beaucoup de phénomènes, c'est la grande importance des gens nés à Paris, qui s'installent en banlieue. Selon les recensements, on est à peu près entre 20 et 22-23% de la population en moyenne. Ce ne sont que des moyennes, ce n'est qu'une moyenne, qui sont des gens nés à Paris et qui s'installent en banlieue. Et si on considère que aussi un certain nombre de provinciaux de naissance s'installant en banlieue, venant en banlieue, sont passés par Paris, ils ne sont pas nés, mais ils sont passés par Paris, Paris représentant un crochet, si vous voulez, on a donc une proportion inévaluable, mais très importante, de populations qui, installées dans les communes de banlieue, qui viennent de Paris, que ce soit par le lieu de naissance ou par le cheminement résidentiel. Alors, si on approfondit un petit peu l'étude de ce courant, je pense qu'on aborde un peu les clés du développement démographique. Enfin, des raisons, je veux dire, des motivations de ces installations. Alors, la chose à laquelle on pense tout de suite, c'est le rejet de populations pauvres à partir de Paris, ce qui est une réalité. On l'explique par un phénomène tout simple, qui n'est pas l'industrie, donc, puisque l'industrie restant à Paris, elle n'exporte pas non plus ses ouvriers. C'est donc d'autres choses qui jouent. Et la chose qui joue, ça n'étonnera personne, bien sûr, ce sont les loyers. La banlieue est moins chère que Paris, même pour les logements populaires, y compris pour les logements populaires. Pour le même loyer, vous avez une pièce de plus. Ce qui, pour des ménages populaires qui ont toujours, dans la mesure de leurs moyens,
fait très attention à avoir une chambre particulière pour les enfants, peut être très importante pour le choix de la résidence, si tant est qu'il y ait choix. Donc, c'est ce différentiel de loyer qui explique ces glissements, surtout à partir de la fin du XIXe siècle, qui explique ces glissements en banlieue. Mais le différentiel lui-même s'expliquant par, c'est pas inscrit dans la table de la loi que les loyers à Paris, que les loyers en banlieue seraient plus faibles, c'est à cause des phénomènes de grands travaux à Paris, de rénovation. Les grands travaux, vous savez, c'est associé à Haussmann, au Second Empire, mais là je parle des grands travaux postérieurs à l'Empire, sous la République. On a plus détruit de logements populaires à Paris sous la République que sous Haussmann. Et y compris dans des faubourgs populaires, comme le 15e, comme le 14e, même déjà un peu le 13e. Bon. Et donc, ces logements populaires se raréfient. Il y a donc pression sur ceux qui restent, donc hausse des loyers, et pour ceux qui ne peuvent pas payer, et départs en banlieue. En banlieue proche ou même déjà lointaine, enfin, et les moyens de transport, je ne traiterai pas des transports parce qu'on y serait encore demain matin, mais les transports le permettent. D'où un phénomène très important qui apparaît, enfin qui apparaît dans les statistiques à cette époque, qui est l'existence de mouvements pendulaires. La fameuse dissociation lieu de travail, domicile est une dissociation ancienne. Ce n'est pas notre époque qui l'a inventée, loin de là. Elle n'a même, d'ailleurs, je crois, cette coïncidence dont parlent beaucoup d'historiens, n'a même, à mon avis, d'ailleurs, jamais été une règle. On a toujours énormément marché avec des temps de trajet à pied absolument gigantesques, à Paris, y compris à Paris. Mais là, on a une dissociation qui se fait par les moyens mécaniques, par le chemin de fer et par les tramways, le vélo aussi, très important le vélo. Et on a des chiffres qui sont assez étonnants, qui ont été ceux qu'on trouve le plus couramment pour 1911. On sait qu'on a 100 000 personnes, oui, sur une population totale qui est quand même, qui n'est pas des milliards de gens, qui tous les matins viennent de banlieue travailler à Paris. Pour Arcueil-Cachan, j'ai le chiffre, puisque j'avais fait une enquête dans les communes de banlieue à ce point de vue-là, il fallait trouver un document qui le donne, ce chiffre. Et pour Arcueil, je l'ai retrouvé dans mes archives à moi, là, on sait que pour une population active je n'ai pas le chiffre en tête, mais je sais que tous les matins, pour une population totale de 11 000 personnes, à Arcueil-Cachan, c'est une seule commune à l'époque, on a, pour les actifs, 1450 personnes qui, tous les matins, allaient travailler à Paris. 1400, c'est-à-dire plus de 25% de la population active. Là-dessus, il y a évidemment une part très importante d'employés, c'est sûr, de catégories qu'on connaît ailleurs très mal. Il n'y a pas tellement d'études sur eux, mais il y a un socle d'ouvriers extrêmement important. Peut-être minoritaire par rapport aux employés, mais enfin, ils sont là, puisque, encore une fois, l'industrialisation reste à Paris, donc les ouvriers qui sont chassés de Paris par la hausse des loyers gardent leur emploi à Paris. Donc c'est normal qu'ils viennent alimenter les mouvements pendulaires. Mais on aurait très tort de considérer, ça serait même une erreur profonde, de considérer que tout s'expliquerait par ces rejets des pauvres. Dans la mesure où il existe aussi, il a toujours existé une banlieue, je dirais, heureuse, enfin, qui est l'objet qui attire, où l'on veut s'installer, un désir de banlieue, enfin, je ne sais pas si c'est un désir d'avenir, mais en tout cas, un désir de banlieue qui s'est toujours manifesté. Et pour le comprendre, il y a deux choses qu'il faut savoir. C'est que, premièrement, l'image telle qu'on peut la reconstituer dans les articles de presse, dans la littérature, tout ça, l'image de la banlieue reste
jusqu'encore au début du XXe siècle, l'image de la campagne. La banlieue, c'est la campagne, en dépit de la Hécoque, en dépit des champs d'agriculteurs qui puent, etc. Hein. C'est quand même ça. C'est les bois, c'est la campagne, c'est le bon air. Premièrement. Deuxième phénomène, c'est que chez beaucoup de Parisiens, quelle que soit la classe sociale, il y a souvent pour Paris, pour la ville où on vit, quoi, un sentiment assez ambivalent. À la fois, on adore Paris, c'est beau, c'est bon, on y vit, on y a son travail en tout cas. Mais en même temps, chez beaucoup, il y a des réticences. C'est l'époque où l'on croit que les mauvaises odeurs, respirer les mauvaises odeurs, c'est la mort, disait Alain Corbin. Enfin bon, c'est pas une façon de parler. Hein. C'est vraiment une odeur de charogne, c'est vous allez mourir. Hein. Vous respirez la mort. Or, la ville est pleine de mauvaises odeurs, industrielles ou autres. Pour les ouvriers, on trouve très souvent cette expression de vivre dans un air confiné, dans des taudis, en tout cas dans un espace très, très restreint. Là aussi, c'est mortifère. Hein, l'air raréfié entraîne toutes sortes de maladies, d'anémie, etc. Donc, comprenez que quand on rapproche ces deux phénomènes, c'est de fait, la banlieue au lieu du bon air et ses aspirations au bon air, on comprend qu'à ce moment-là, il peut y avoir une rencontre. Cette rencontre, elle s'est faite d'abord pour la bourgeoisie, pour les riches. Ce qui, évidemment, n'est pas très étonnant. Hein. C'est eux, d'abord, qui vont conquérir cette banlieue verte, du bon air, etc., avec le phénomène très important dans l'histoire de beaucoup de communes, qui est celui de la villégiature. La villégiature, c'est, qui n'est pas un phénomène propre au XIXe siècle, mais qui prend une importance quantitative grande, et c'est le fait de passer les mois d'été au bon air, justement, hein, à la campagne, dans une maison de campagne, que l'on construit ou que l'on loue, simplement. Et beaucoup de communes de l'Ouest, et même d'autres, même dans la vallée de la Marne, se sont développées comme ça. C'est-à-dire qu'en été, on voit doubler, tripler la population, comme dans des communes de vacances aujourd'hui, et en hiver, la population descend. Jusqu'au moment... Neuilly, par exemple, c'est ça. Hein. Neuilly, c'est une commune de villégiature qui est sous-peuplée en hiver. Et puis il arrive un moment où la bourgeoisie qui est concernée ici décide de se fixer dans la commune, et il y a un basculement qui se fait, enfin assez compliqué à repérer, mais qui se fait, et qui fait que la commune de villégiature est devenue une commune bourgeoise. On pourrait longuement parler de ce peuplement bourgeois qui, l'Ouest est le mieux connu, avec Maison Lafitte, le Vésinet, mais aussi la vallée de la Marne, avec les lotissements du Parc Saint-Maur, c'est Champigny. Hein, il y a une espèce d'axe bourgeois là, qui nord-ouest, sud-est, qui est assez frappant. Mais le phénomène le plus important, je terminerai là-dessus, c'est que cette envie de banlieue, enfin, passez-moi cette expression un peu pas très satisfaisante, a aussi atteint le peuple, les pauvres. C'est un phénomène qui apparaît, et j'ai essayé de le reconstituer, de le repérer à sa naissance, dans les années 1880, où on voit apparaître ce qu'on a appelé des sociétés d'épargne à Paris. Les sociétés d'épargne, ce sont des espèces de coopératives d'achat de terrain, ou sur un plan soit d'entreprise, soit de quartier, des gens où on trouve à peu près toujours les mêmes proportions, 40-50% d'ouvriers, le reste employés, petits commerçants, artisans, qui mettent leurs économies ensemble, enfin avec des versements hebdomadaires à la petite semaine, hein, on disait à la petite semaine, pour, au bout d'un certain temps, là où si la société ne se casse pas la figure avant, achète un terrain en banlieue, un agriculteur qui veut vendre, un châtelain qui ne sait pas quoi faire de son parc,
pour entretenir sa toiture, c'est arrivé. Finalement, on achète le terrain. Le terrain acheté est loti et partagé entre les sociétaires. Ensuite, ils se débrouillent pour faire construire. Il n'y a aucune aide. Il n'y a pas du tout d'incitation pour cela. Je reviendrai sur en conclusion sur ce point très important. Bon, j'ai étudié ça dans le cadre du développement de Montfermeil, le lotissement de Franceville, vous trouvez ça sur Internet. D'autres l'ont étudié Paris-Jardin à Draveil. Bon, il y a aussi d'autres cas. Bon. Mais le phénomène essentiel, c'est qu'après la Première Guerre, le phénomène va prendre une ampleur énorme. Les sociétés d'épargne vont être noyées et disparaître, et ce sont des lotisseurs, des gens très malins, qui vont sentir le vent. Ils n'ont pas créé le besoin, mais qui ont raflé tous les bons terrains en banlieue, les bons et les mauvais, pour les revendre aux candidats propriétaires. Évidemment, c'était pas cher, mais pas cher. En tout cas, ça s'adressait pas à la bourgeoisie, c'était des terrains non équipés, des terrains avec simplement un chemin pour la desserte, mais aucun équipement, pas fiabilisé, c'est ça. Très loin des gares, souvent. Moins c'était cher, plus il y avait ces tares. Donc, ces gens qui achetaient dans ces lotissements se retrouvent en face avec peut-être des dettes, mais enfin, en tout cas, des tas de boue, souvent, pour espérer un jour pouvoir s'y fixer et construire une maison, un pavillon. Et ces lotissements, vous savez, ce sont les lotissements défectueux. Et tous ces gens qui se sont fait volontairement, je dirais, rouler par les lotisseurs s'appellent les mal lotis. Et ce mouvement a été étudié de façon très vivante et très intéressante par une collègue qui s'appelle Annie Fourcault et qui a fait un ouvrage que je vous recommande chez Créafis, paru en 2000, qui s'appelle La banlieue en morceaux, où elle reconstitue bien tous les aspects de ce grand mouvement pavillonnaire, on pourrait dire, qui a quand même concerné, d'après ces chiffres, Seine et Seine-et-Oise, 9000 hectares, 200 000 parcelles qui ont été vendues. Il y a une espèce d'envahissement pavillonnaire, si vous voulez, donc de l'individuel, de même que dans les années 50-60, avec le logement social, il y aura un envahissement collectif. Mais l'envahissement individuel a été presque aussi important en nombre, et en tout cas dans le destin de beaucoup de communes, que celui qui sera induit par les grands ensembles. Non seulement il y a cette énormité, mais c'est ce que je terminerai là-dessus, c'est qu'il faut bien voir que ces mal lotis, c'est pas le sous-prolétariat. C'est des gens des ménages qui quand même avaient certains moyens pour payer les lotisseurs. Et là, je terminerai sur un autre cliché pour essayer de lutter contre un autre cliché qu'on entend très souvent, qui ressurgit de temps en temps quand on parle du Front National d'ailleurs, qui est les pavillonnaires, cette idée que la bourgeoisie aurait aurait incité les ouvriers à quitter Paris pour devenir des petits propriétaires de pavillons et pour leur acheter leur âme en quelque sorte, pour éviter qu'ils ne votent pas socialistes ou communistes après la Première Guerre. Ce qui est absurde, parce qu'un certain nombre de municipalités communistes ont été élues par des mal lotis. Bobigny, par exemple, qui a été étudié aussi par Annie Fourcault 15 ans, dans son jeune temps. Donc, j'insiste là-dessus parce que on voit ressurgir souvent cette idée, n'est-ce pas, aujourd'hui, avec un certain mépris, les plaisanteries sur les nains de jardin, par exemple, ou le fait que Le Pen, en 2002, c'est l'élu des banlieues pavillonnaires. On a lu des choses de ce genre. Mais les gens qui pouvaient voter à l'extrême droite, c'est pas parce qu'ils avaient un pavillon, ils votaient à l'extrême droite avant. Enfin, c'est pas le pavillon lui-même qui a communiqué je ne sais quel déteint sur l'âme ouvrière ou prolétaire pour modifier la conscience. Voilà ce que je voulais vous dire.
Et j'espère avoir un petit peu contribué à faire pièce à quelques clichés qui ont encore cours. On va remercier Alain Faure qui a encore sûrement beaucoup de choses à nous dire. Si vous avez des questions concernant ce qui vient d'être dit, profitons-en. Profitons de sa présence. C'est vrai qu'il nous a parlé donc de l'aspect peuplement, de l'aspect des activités. Il y a encore beaucoup d'aspects dont il n'a pas parlé. Oh, si vous saviez. Mais il est intarissable, donc méfions-nous. J'ai été trop long, c'est ça? Non, pas du tout. Ah. Est-ce que vous avez des questions? Des précisions, des envies, des questions de néophytes, des impressions? Tout était formidablement clair alors. Trop alors, trop. Ah, monsieur. Je reste un tout petit peu sur ma fin quand vous avez évoqué les transports au début du siècle en disant que c'était trop vaste pour en parler. Alors, quelques mots sur les transports? Oui. Comment dire? Les transports en région parisienne ont commencé pour la satisfaction des besoins bourgeois. Je parlais des communes de villégiature. Les chemins de fer, c'est les chemins de fer qui sont d'abord en cause, ont été créés pour la desserte des communes de villégiature. La ligne de Paris-Saint-Germain, 1837, c'est pour la desserte de Saint-Germain, du Vésinet, etc. De même, pour les lotissements de la vallée de la Marne, la ligne de Vincennes, pour ces lotissements. Et puis, progressivement, par pression sur les compagnies, par pression de l'État, sur les compagnies de chemin de fer, parce que les compagnies de chemin de fer ont toujours renaclé, traîné les pieds à satisfaire un public populaire, on a vu effectivement proliférer les lignes de banlieue avec un encouragement à des tarifs préférentiels, ce qu'on appelle les trains ouvriers, qui est l'ancêtre des cartes oranges, si on veut, enfin en tout cas des réductions pour les ouvriers qui apparaissent dans les années 1880. Il y a peut-être une idée chez les ministres qui ont obtenu ça des compagnies, l'idée de favoriser les départs ouvriers en banlieue. Ça, c'est vrai. Mais les compagnies vont être absolument submergées par les besoins qui apparaissent à ce moment-là. Mettre le doigt dans l'engrenage et les trains sont jamais assez matinaux, ils arrivent pas assez tard, etc. Les archives municipales sont pleines de ces plaintes d'habitants auprès des communes qui réclament donc plus de transport avec des horaires plus adaptés au travail. C'est bien le signe de leur importance dans les mouvements pendulaires. Ce qui se passe aussi, c'est à partir de 1900, ça commence avant, mais ça prend une grande importance, les lignes de tramway, ce qu'on appelle les tramways de pénétration, à partir de 1900, où toute une banlieue sans chemin de fer va être innervée par des compagnies, la compagnie de l'Est-Nogentais, la compagnie à l'Est, à l'Ouest pas tellement, il y a beaucoup de chemins de fer, mais à l'Est et au Nord, énormément de compagnies de tramway. Certaines vont se casser très vite la figure, mais en tout cas, d'autres vont rester et vont contribuer aussi à cette innervation des banlieues proches et lointaines qui animent ces déplacements. C'est pour ça que je disais incidemment que les mouvements pendulaires ont été rendus possibles par ces équipements, par ces ferroviaires et de tramways très importants. Il y a aussi le rôle un peu secondaire, mais qui pour certaines banlieues a été important, des bateaux. Les bateaux de la banlieue amont, de la banlieue aval, c'est pas les bateaux mouches, c'est des bateaux réguliers qui ont joué pour certaines communes un rôle très important pour les transports quotidiens et aussi pour les excursions du dimanche, mais aussi pour tous les jours. Et il y a aussi j'ai peut-être prononcé le mot, le vélo, alors là pour la banlieue proche, ou pour les relations de banlieue à banlieue,
qui devient massif, disons, après 1900. Hein, le vélo, c'est très difficile à mesurer, mais on a une hausse exponentielle des plaques d'immatriculation, parce qu'il y avait des plaques d'immatriculation à l'époque, il y a un impôt, en banlieue, à Paris aussi d'ailleurs. Mais donc il y a un ensemble d'équipements de transport qui, avec leurs insuffisances, hein, attention, hein, ne veut pas dire que c'est le rêve, mais enfin au moins ça existe et ça a permis cette complexification, si vous voulez, des rapports Paris-banlieue. Il y a d'autres questions ? Merci. Est-ce qu'on peut considérer actuellement que l'activité culturelle des banlieues n'est pas sous-développée par rapport à Paris ? Actuellement ? C'est pas ma période, mais qu'est-ce que vous entendez par activité culturelle ? Les équipements ? Pour le spectacle, le théâtre, la danse, le cinéma, la musique, est-ce que sur place, ils ont une chance de trouver un niveau équivalent ? La question du niveau est autre chose, mais la question de l'offre, c'est plutôt l'offre qu'il faut mesurer. Il me semble que quand même, il y a eu, même dès les années 30, sous l'influence des municipalités, pas seulement communistes d'ailleurs, mais socialistes, voire de droite, dans beaucoup de communes, un équipement théâtral d'association qui est déjà très important et qui s'est multiplié ensuite. Ça me semblerait quand même un peu difficile de dire qu'aujourd'hui la banlieue serait un désert culturel, enfin, au point de vue équipement. Je ne sais pas, il faut... Là, je me permettrai d'apporter une précision. Oui. Oui. C'est un domaine que je connais bien. Oui.